Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Tatiana Ventose sur le fil d'actu pour nous faire un bilan complètement dingue de l'année 2026. Et je crois qu'il est bon parce que c'est vrai, on traite d'un sujet à un autre, mais il est bon de faire un bilan et de se rendre compte bien sûr de toutes les folies qui se sont déjà passées et dire que l'année n'est pas encore finie. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. C'est-à-dire qu'avec l'instauration des droits de douane aux États-Unis, en fait, l'Europe est devenue aussi un peu le déversoir de certains produits chinois. C'est clair que l'Europe a une responsabilité coupable dans la séquence, parce que si la Chine s'est industrialisée, c'est parce qu'on s'est désindustrialisé aussi. Donc on va pas se mentir. Enfin, il y a eu des choix, il y a eu des orientations, à la fois de l'État, mais aussi d'entreprises. Volkswagen est, le cas d'école. C'est-à-dire quand Volkswagen annonce que va probablement licencier 100 000 salariés pour s'adapter au monde qui vient, on voit bien l'erreur stratégique d'un groupe qui était numéro 1 mondial. Je rappelle que l'industrie automobile européenne, c'est 13 à 15 millions de salariés. J'ai plus chiffre exact, une quinzaine de millions de salariés. En tout cas, c'est au-dessus de 10 millions. C'est massif. C'est dans un contexte international particulièrement tendu que la présidente de la Commission européenne s'avance à la tribune du Forum économique mondial de Davos ce mardi. Geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity, to build a new form of European independence. Aujourd'hui, le Made in Europe fait sa grande rentrée dans la loi européenne. Notre objectif est clair, ramener l'industrie à 20% du PIB européen d'ici 2035, contre 14% aujourd'hui. L'Europe décroche par rapport aux États-Unis. Parmi tous les indicateurs, le plus saisissant demeure le PIB par habitant. Converti en dollars, il approchait 90% de celui des Américains en 2008, contre 56% aujourd'hui. Il y a d'abord la R&D, où l'Europe est aujourd'hui à la traîne des États-Unis en termes d'intensité de l'effort, avec aujourd'hui un rapport de 1 à 5 entre la masse de R&D investie annuellement dans la tech. La guerre au Moyen-Orient, les tensions commerciales avec les États-Unis de Donald Trump, la pression économique chinoise, la guerre en Ukraine également, Bruxelles accélère. Les 27 ont fini par valider l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui doit d'ailleurs entrer provisoirement en vigueur, on l'a appris hier, dès le 1er mai aux grandes dames de la France. Les Européens ont signé également avec l'Inde, avec l'Indonésie et donc maintenant avec l'Australie. Si on additionne les 4 accords que je viens de dire, eh bien c'est un marché de 2 milliards d'habitants qui s'ouvre. Commençons par rappeler certains faits essentiels vus la semaine dernière. Tout d'abord, que depuis 1945, l'ordre international a été pensé par les grands vainqueurs de la guerre, les États-Unis, en vue de leur garantir un certain nombre de privilèges. Privilèges leur permettant à leur tour de conserver leur suprématie économique et militaire sur le monde, et donc de rester au sommet de cet ordre international. Deuxième fait essentiel, en usant des contradictions de cet ordre mondial, et notamment de la tendance irrépressible de la finance américaine à chercher les taux de profit les plus élevés, y compris en délocalisant au bout du monde ses unités de production, la Chine, forte d'un modèle économique unique hérité de son histoire, a réussi en quelques décennies à déjouer le sort et à s'assurer un développement tel qu'elle fait aujourd'hui quasiment jeu égal avec les États-Unis. Enfin, troisième fait essentiel, ce développement, parce qu'il remet en cause le rôle central des États-Unis, donc leur capacité à écrire la règle du jeu, et donc leurs privilèges, et donc leur puissance et leur prospérité, constitue en réalité une menace pour leur existence même. Une menace existentielle, aujourd'hui clairement identifiée en tant que telle par les États-Unis, qui s'efforcent en conséquence de conserver leur statut par tous les moyens. Et ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est principalement comment, cette année, les États-Unis ont tenté d'user de leur puissance militaire et technologique pour affirmer leur leadership sur le monde, avec un succès pour le moins mitigé. Mais ce que nous n'avons évoqué qu'en filigrane, c'est combien, pour atteindre leurs objectifs, les États-Unis n'ont d'autre choix que d'accroître la pression, et notamment financière, sur leurs alliés, notamment leurs alliés européens, qu'il serait plus juste de qualifier ici de vassaux. Cela, nous en parlions déjà il y a un an. Depuis, la tendance ne s'est évidemment pas inversée. Droits de douane unilatéraux, injonction à doubler ses budgets militaires pour prendre en charge des coûts de défense jusqu'à maintenant assurés par les États-Unis, obligation d'acheter du gaz naturel américain, des armes américaines, des semi-conducteurs américains, d'utiliser des services cloud américains. Cette année, plus que la précédente, et sans doute moins encore que la prochaine, l'Amérique a pris sur elle de faire payer aux anciennes nations industrielles européennes le coût de sa guerre économique avec la Chine. Et nos nations, par la voie de la gouvernante de la colonie, de la première commissaire européenne Ursula von der Leyen,
ont accepté de ployer le genou et de verser tribut à un pays dont elles n'ont pourtant de cesse de dénoncer en parole le président et ses choix. Monsieur le Président, merci infiniment de m'avoir invité ici. Nous avons un excédent commercial, vous avez un déficit, donc nous devons rééquilibrer ça. Vous êtes connu pour être un dur négociateur et un faiseur de deals. Mr. Trump, can you do better than 15% tariff rate for the EU? Better meaning lower? Yeah. No. Mr. President, Une soumission qui n'est incompréhensible que si l'on se fonde sur les discours et non sur les faits pour en saisir le sens. Car dans les faits, depuis les débuts, l'unité européenne s'est construite sous l'égide des États-Unis et continue aujourd'hui de servir leurs intérêts. Depuis des décennies, toutes les nations d'Europe sont sous une dépendance totale ou partielle des États-Unis et ont lié leur sort à celui du modèle économique américain. Dans ces conditions, ils ne peuvent qu'obéir à leurs suzerains, y compris si cela implique de nous plonger dans la récession et d'accélérer notre effondrement. D'ailleurs, c'est également pour servir les intérêts de l'Amérique et de ses financiers que l'Union européenne aujourd'hui multiplie, contrairement aux États-Unis, les accords de libre-échange à marche forcée avec le reste du monde et pousse son agenda d'élargissement, comme nous en parlions il y a encore 2 semaines avec le cas ukrainien. Car si pour eux-mêmes les États-Unis ont fait le choix des protections douanières pour préserver l'emploi et l'industrie sur leur sol, partout ailleurs où leurs fonds d'investissement détiennent des actifs financiers, ils ont intérêt à voir les coûts de production tirés vers le bas. Là encore, l'Union européenne s'exécute, y compris si cela semble en contradiction totale avec les objectifs de relocalisation de l'appareil de production affichés par ses dirigeants. Mais pour l'Union européenne, la contradiction ne s'arrête pas là. Car en parallèle qu'elle continue d'offrir son marché au Mercosur ou à l'Ukraine, elle prétend désormais adopter des règlements contraignants en vue de freiner ses importations de produits chinois, même si dans les faits celles-ci continuent de s'accélérer et que l'ensemble des pays d'Europe en sont plus que jamais dépendants. Pourtant, encore une fois, la contradiction n'est qu'apparente, car derrière les grands discours sur la souveraineté, les dispositifs européens supposés réduire la dépendance à la Chine n'ont vocation qu'à assister encore une fois, les États-Unis dans leur tentative désespérée de freiner la croissance chinoise. Problème, à agir de la sorte pour satisfaire l'oncle Sam, l'UE joue en réalité contre les peuples d'Europe, puisqu'elle condamne les consommateurs à payer plus cher en les achetant à des acteurs moins performants que la Chine, des biens que de toute façon elle n'a pas aujourd'hui les capacités de produire, qu'elle les expose à l'inflation, mais aussi à des pénuries potentielles, et qu'à agir de la sorte, elle pousse surtout la Chine à recentrer ses échanges vers les pays en développement lui servant de partenaires dans le cadre de son programme dit de Nouvelle Route de la Soie, et à terme à se désintéresser d'un marché européen pourtant sous perfusion de ses produits. But while the US has focused its Africa strategy on aid and social services, China has been building. African governments themselves said, we are tired of aid and charity. We want to do trade, we want to be treated like partners. The Chinese came along and said, great, we don't do aid and charity, we want to do business with you. Et ceci ironiquement, parce que, précisément pendant des décennies, l'Europe a joué le jeu de la mondialisation imposée par l'Amérique, s'abordant par là même sur le long terme sa richesse et ses outils de production, au bénéfice d'une Chine qui, elle, pendant ce temps-là, construisait sa souveraineté effective, c'est-à-dire son contrôle sur les chaînes de production mondiales, y compris sur un ensemble de technologies critiques. Et aujourd'hui, les anciennes puissances industrielles européennes, prises entre le marteau américain et l'enclume chinoise, ont à nouveau fait le choix de hâter leur propre chute, tout en prétendant l'inverse. Je suis d'accord avec elle. Nous ne sommes pas en train de devenir le tiers-monde, nous le sommes déjà. C'est un constat qui passe mal. Généralement, quand vous dites sur Internet que la France est devenue un pays de clochards, ça suscite de vives réactions, mais il nous faut admettre que nous sommes littéralement dépassés aujourd'hui. Alors évidemment, on va me sortir des pays pauvres. Moi, je parle bien sûr de pays riches. Si on compare les pays dits civilisés, les pays dits développés, nous avons un retard considérable dans à peu près tous les domaines. Il y a des feux en France, nous n'avons pas de Canadair. Il fait chaud, nous n'avons pas de clim, nous n'avons rien anticipé, nous n'avons pas les moyens d'en avoir, nous n'avons plus les moyens de les construire. L'Union européenne a absolument tout abandonné. Et ce qui est dingue en plus, c'est que dans le temps où on a détruit notre industrie, dans le même temps, on fait venir une immigration massive
Alors que d'un point de vue industriel, on n'a plus de boulot à leur donner. Mais comme nous sommes devenus, et notamment la France, un pays de services, on fait venir cette immigration pour faire baisser le coût du travail, ce qui provoque aussi une pénurie au niveau du logement. Et oui, l'immigration est un facteur dans la crise du logement, dans la crise du travail, des conditions de travail, des salaires. Car vous vous retrouvez avec une population autochtone, formée, spécialisée, face à une pénurie de travail qui demande justement des acquis spécifiques. Alors que les gens que vous faites venir, eh bien dans un pays de service où cela ne nécessite pas des prérequis importants, eh bien cela vous permet de faire accepter justement à la population autochtone des conditions et des salaires bien inférieurs à leur qualité. Eh bien au lieu d'obtenir un excellent cocktail, vous récoltez une situation chaotique et explosive. Et bien entendu, eh bien cela fait exploser la dette parce que toutes ces personnes-là, eh bien a un coût et c'est le système social français, ce même système qui a été créé, financé et qui l'est toujours d'ailleurs par les Français, qui ne sert pas pour eux mais qui sert bien sûr à ceux que vous faites venir, notamment via l'Union européenne et toutes les politiques menées par les différents gouvernements. Donc vous ne pensez plus au futur, vous ne pensez plus en termes d'industrie, en termes de puissance, en termes de souveraineté. Mais leur but c'est de noyer et de rendre plus pauvre la France. Car plus les gens vont être pauvres, plus ils vont être bien sûr dépendants de l'État, dépendants du système social. Et par la suite, et on le voit en France, vous pouvez faire, mais surtout obtenir absolument ce que vous voulez de la part d'une grande partie de la population. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.